pas trop si ça marche ou non. On attend de voir. C'est supposé marcher. Fait que vous me direz si ça fonctionne. Les enfants sont en feu, genre littéralement ce matin. C'est assez intense. C'est pour ça que je suis un peu plus tard que 8 heures. Fait que celles qui sont sur nos autres plateformes savent que normalement le live se fait vers 8 heures. T'es un petit peu en retard ce matin, mais c'est ça, les enfants sont intenses. Dites-moi coucou en arrivant. Dites-moi un petit bonjour. Donc, je vais juste essayer de voir. Yes, je suis capable de partager dans tous les groupes en même temps. Génial. Donc, je vois qu'il y a une personne qui est là. Juste me dire si ça fonctionne bien au niveau du son. L'éclairage est horrible. J'ai changé mon bureau de place en fin de semaine. En tout cas, on va le vivre comme ça ce matin. Hein, si vous voulez qu'on fasse, ça a l'air que ça va être ça. Je vais prendre le temps de me représenter parce que ben il y en a plusieurs qui me suivent depuis un moment, plusieurs qui sont sur le groupe depuis un moment. Certaines suivaient déjà les thématiques sur la page, donc vous étiez déjà au fait de comment ça fonctionne, mais pour certaines personnes ici en ce moment, ça doit peut-être être la première fois que vous me voyez, autre que dans la photo de couverture ou la photo de profil de Mieux vivre avec les allergies. Donc, je vais prendre le temps de me présenter un peu pour que vous sachiez qui je suis. Donc, moi, je tiens à clarifier les choses directement en partant. Euh, Moi, mon but, c'est pas de vous, de vous compter de la bullshit ni quoi que ce soit dans ce genre-là. Donc, moi, mon but, là, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner. Une fois que vous avez le diagnostic, je suis pas médecin, je suis pas infirmière, je suis pas naturopathe, je suis pas absolument rien de ça. Moi, dans le fond, je suis une maman qui a vécu cet univers-là sans avoir de réel soutien de mon environnement médical parce que ben, mon médecin de famille que j'avais à l'époque ne connaissait pas ça. Et au lieu d'avouer qu'elle ne connaissait pas ça et de nous référer à d'autres professionnels, elle a attendu que mon garçon ait environ 2 ans puis que ça fasse environ 1 an qu'il ne prenne pas de poids avant de finir par nous référer à d'autres professionnels qu'on n'a jamais vus dû au délai. Juste, on a eu des nouvelles quand mon garçon allait bien, qu'on avait eu enfin notre diagnostic, donc on a fait comme, ben, rendu là, ça, on sait ce qu'il y a, puis on le sait qu'il n'y a pas de traitement possible, donc on va continuer comme on y va, dans le fond, ça fonctionne bien. Donc ça a été là, 3 années en fait avec mon premier garçon qui ont été très difficiles. Euh, il est arrivé suite à un accouchement déclenché en urgence, césarienne d'urgence, et déjà là, tout en partant, je me suis rendu compte que dans la vie, je contrôlais pas grand-chose. Avec la maternité, là, moi, ça a été assez drastique de me faire comprendre que tu vas suivre la vibe, la grande. Donc, césarienne d'urgence, la mise au sein n'a jamais fonctionné. Bébé il était épuisé là, suite à mon 24 heures de travail avant ma césarienne. Donc, la mise au sein n'a pas fonctionné. Puis quand l'infirmière est venue m'aider à la maison là, et enlever mes broches suite à ma césarienne, c'est après 3 jours, je pense, euh, ben, au lieu de m'aider à mettre bébé au sein, elle m'a donné un tire-lait. Donc, on a été en tir-allaitement jusqu'à ce que Tommy ait environ 7 semaines. Ça a été exclusif là, jusqu'à 7 semaines parce que à 7 semaines, là, il hurlait 20 heures sur 24. Moi, mon conjoint avait pris seulement 3 semaines de congé. Donc là, c'est moi qui s'en occupais H24. Il vomissait en jet. Chaque selle, c'était un bain parce qu'il se ramassait avec des selles jusque-là. C'était vraiment pas évident. Donc, on a décidé de le mettre sur les préparations quand Tommy avait environ euh, deux, 2 mois environ, là, qu'on a commencé à faire la transition vers le Nutromigène. Non, c'est pas vrai. On avait essayé en premier de mélanger avec mon lait du en famille régulier. Ça avait été la catastrophe. Il était devenu plaqué tout rouge de partout. Euh, il a fait des selles que du mucus. Ça a vraiment été difficile pendant les quelques jours qu'on l'a essayé. Après ça, on a essayé le lait de soya parce que je voulais pas nécessairement aller consulter mon médecin pour avoir un lait qui était prescrit. Donc j'ai essayé le lait de soya.
glace. On s'entend que Tommy réagit encore aujourd'hui à l'huile de soya, donc je vous laisse imaginer. Grosse réaction, on en a donné seulement une fois. Ça a été des gros vomissements en jet, probablement une réaction CEPOC. À l'époque, je ne connaissais pas du tout. Euh, Après ça, on est allé consulter. On a essayé Alimentum, ça n'a pas fonctionné. On a essayé ensuite le Nutromigène, qui était très loin d'être parfait. Mais à l'époque, je connaissais pas de lait qui était plus hypoallergénique que Nutromigène, puis mon médecin non plus. Fait qu'on s'est contenté de ça, même si c'était très loin d'être parfait. Mon garçon avait de l'eczéma vraiment beaucoup. Euh, il régurgitait encore à 21 mois jusqu'au moment où on a retiré enfin la préparation. Euh, il était très irritable. Il se réveillait aux 45 minutes à 1 heure la nuit. Euh, Ça n'a pas été un enfant là, avec lequel on a eu énormément de plaisir à 1 an. Euh, il mangeait comme nous, à peu près. On évitait là, le lait de vache, on n'en donnait pas, mais il mangeait même du fromage, il mangeait du bœuf, et c'était la catastrophe. Euh, on dormait pas. Euh, on avait l'impression de vivre avec un enfant qui était déjà en Terrible 2 quand il avait même pas 1 an. Euh, C'était terrible au niveau des selles. Je pense qu'on n'en parle pas. C'était dégueulasse. Il avait jamais fait, tu sais, mon garçon n'a jamais fait de selles formées avant presque 2 ans. C'était tout le temps là, des très mou, mucus, diarrhée limite. Là. Donc, à 21 mois, c'est la dernière fois qu'il a fait sa dernière crise de CEPA chronique. Parce que mon garçon fait des réactions de différents types. Donc, il y a des aliments qui vont lui créer des réactions CEPA aiguës. Il y a des aliments qui lui causent des réactions CEPA chroniques. Et il a aussi des intolérances plus classiques. Donc, il a fallu nous dépatouiller un peu dans tout ça. Euh, on, a, euh, on a navigué, je vous dirais, là, à contre-courant par rapport à notre environnement médical, mais on a fini par avoir un enfant qui était top shape à 3 ans. À 21 mois, suite à sa dernière crise, mon père a décidé de l'envoyer passer un test IgG chez un naturopathe. Moi, financièrement, c'était pas possible à ce moment-là. Fait que c'est mon père qui lui a payé. Ça nous a vraiment aidé à détecter des aliments qu'on n'aurait pas suspectés, dans le fond, qui causaient des réactions. À partir de ce moment-là, mon garçon s'est mis à reprendre du poids. C'était loin d'être parfait, mais on a dû retirer énormément d'aliments de son alimentation. Je vais prendre une gorgée de café. Donc, en ayant retiré presque la moitié des aliments qu'il mangeait, enfin, on avait un enfant qui allait bien, qui reprenait du poids, mais c'était encore très difficile. Mon garçon avait un trouble des textures, donc il mangeait aucun fruit ni légumes en morceaux, outre les bananes. Ensuite, euh, il était rendu là qui était très difficile. Donc, c'était pas seulement au niveau des textures, là. Il y avait vraiment des grosses préférences alimentaires, évidemment vers les aliments qui étaient riches en glucides. Euh, Moi, à ce moment-là, j'étais enceinte, dans le fond, de mon deuxième coco, quand on a finalement réussi à stabiliser Tommy. Tommy avait 28 mois quand j'ai accouché de mon deuxième. Euh, Puis quand mon deuxième est arrivé, lui, on s'entend que je tenais mordicus à mon allaitement. Je savais à ce moment-là que mon garçon, mon premier, c'était des allergies, puis que j'aurais pu lui éviter énormément de souffrance si j'avais continué mon allaitement et mis en place comme il faut mon régime d'éviction. Donc, pour mon deuxième, malgré ma première césarienne, je voulais un accouchement naturel, donc je suis allée en maison de naissance. Ça a super bien été, autant le suivi, l'accouchement. L'allaitement a été difficile, évidemment. OK? Toutes celles qui vous diront que l'allaitement, c'est facile, ben, c'est parce que, premièrement, elles ont probablement oublié, parce que notre cerveau est très bien fait. Euh, des fois, il nous fait oublier des moments difficiles pour que ça soit plus facile pour nous d'avancer. Euh, donc, ça a été difficile, là, des crevasses, la mise au sein qui n'a pas été parfaite avant 6 semaines. Mais à travers tout ça, on a eu aussi les allergies et les intolérances qui ont fait
leurs apparitions. Donc, j'avais pas débuté de régime avant mon accouchement. Quand bébé est arrivé, les premiers symptômes sont arrivés dans les premiers jours de vie. Ça a été très, très, très rapide. Donc, j'ai mis en place mon régime, évidemment. Donc, je coupe PLV, PB, soya. Euh, Ensuite, ça va un peu mieux. Je me rends compte, après à peu près 2 semaines de vie, que mon garçon réagit aux œufs. Donc, j'élimine les œufs. Donc, je progresse un peu comme vous le faites en ce moment avec vos régimes, étape par étape. Jusqu'à ce que là, après les vaccins de 2 mois, c'est l'anarchie. Mais quand je dis l'anarchie, là, je comprends absolument rien dans ce qui se passe avec mon bébé. Il ne fait que pleurer. Il chie du sang. Il régurgite. C'est comme... J'ai jamais vu mon bébé comme ça, même dans les premiers jours de vie avant même que je fasse mon régime. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? C'est que euh, j'essaie de couper à 10 aliments environ. J'essaie ça, mon garçon est rendu à 2 mois, donc j'essaie ça pendant 2 semaines. Le problème est que dans les 10 aliments que j'ai sélectionnés, il y en a plusieurs qui causaient des réactions à bébé. Donc clairement que là, j'en avais pas beaucoup des aliments, donc j'en mangeais en plus grosse quantité. Donc le bordel a continué. Ce qui fait qu'après 2 semaines, j'ai décidé de manger poulet, patates et carottes. Je vous le recommande pas du tout, hein. C'est vraiment pas le genre d'approche que je recommande. Mais à cette époque-là, j'étais très démunie par rapport à mon bébé. Je me sentais pas bien. Donc, ça a été vraiment comme un tout pour le tout là, que j'essayais à ce moment-là. Ça a fonctionné. Mon garçon s'est mis à enfin bien aller. Euh, les patates, carottes, poulet, je vous confirme que ça passe. Pour mon milieu, il y a vraiment pas de problème parce que j'en ai mangé vraiment beaucoup. Mais après ça, quand j'ai essayé d'introduire des nouveaux aliments, toutes les fois que j'essayais d'introduire, ça passait pas. Ça passait pas. Puis ça passait pas. Puis ça passait pas. Vaccin de 4 mois, je suis obligée de retirer des aliments que j'avais réussi à introduire dans mon alimentation. Vaccin de 6 mois, même chose. À 6 mois, j'étais rendue environ à 20 aliments dans mon alimentation. Après son vaccin de 6 mois, je redescendais à 10 aliments. Là, j'ai fait ça suffit. Euh, j'ai arrêté la vaccination. Je suis vraiment allée du côté de l'homéopathie, de la médecine alternative. Je suis allée m'informer à propos des enfants qui vivaient des allergies graves, qui voyaient une augmentation de leur quantité d'allergies suite à un vaccin, des choses comme ça. Donc, je suis allée m'informer. J'ai lu énormément sur les différents sites internet. Je suis allée faire des recherches, puis j'ai lu justement que c'était souvent en lien avec l'intoxication des métaux lourds chez les enfants qui avaient un microbiote qui était déjà fragilisé. Donc, c'est venu sonner une cloche. Donc, je me suis vraiment plongée dans l'étude du microbiote intestinal. Donc, j'ai acheté le livre du régime GAPS qu'on a décidé de mettre en place parce que Lucas avait 6 mois. Donc, on était rendu à l'introduction des aliments. Donc, on a commencé l'introduction selon la méthode GAPS pour Lucas et on a commencé au même moment à donner du bouillon et à établir le protocole GAPS, dans le fond, avec Tommy également. Tommy, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un peu en sens inverse. On a introduit le bouillon et tranquillement, on retirait les aliments qui étaient interdits dans le régime. C'est à partir de ce moment-là que Tommy s'est vraiment mis à mieux aller et qu'on a réussi à introduire des aliments. Il était rendu à 3 ans. Il mangeait environ une trentaine d'aliments à ce moment-là et on pouvait en ajouter une quinzaine d'autres qu'il mangeait en compote ou dans des purées, des soupes ou des choses comme ça, mais qui ne mangeait pas en morceaux parce que, ben, avec son trouble des textures, ça le faisait vomir automatiquement. Il faisait juste le mettre dans la bouche, puis c'était quasiment automatique. Donc, euh, à partir de ce moment-là, on a réussi à être capable d'introduire des aliments pour Tommy. Lucas, on a commencé à le diversifier selon cette technique-là et ça a bien été. Moi, j'ai dû garder les 10 aliments dans mon alimentation jusqu'à la fin de l'allaitement. J'ai arrêté d'allaiter Lucas quand il avait 10 mois et demi parce que là, c'était une question de santé. Justement, avec 10 aliments, c'est pour ça que je ne le recommande pas du tout. Même si je mangeais des grosses quantités, c'était excessivement difficile pour mon corps d'avoir accès à tous ces nutriments. Donc, j'ai perdu énormément de poids. J'étais rendue à 100 livres, puis je fais 5 et 7 quand même. Là, fait que, j'étais vraiment rendue de très faible IMC.
Ce qui fait que là, c'est moi qui ai pris la décision de faire comme là, non, c'est assez, j'arrête de l'allaiter. Mon garçon mangeait à ce moment-là 3 aliments seulement. Donc, il mangeait poulet, courge et amandes. Donc, il mangeait du beurre d'amande, il mangeait de la courge musquée et du poulet. Il mangeait en quantité astronomique par contre. Donc, il mangeait l'équivalent d'un demi-poulet par jour. Il mangeait une courge musquée par jour et un demi-pot de beurre d'amande du Costco. Donc, avec notre nouveau médecin de famille à cette époque-là, on a fait comme, OK, c'est bon, on arrête l'allaitement, on l'a transféré sur le lait d'amande. On a ensuite enfin été capable d'introduire et de diversifier beaucoup plus. On s'est rendu compte en fait que mon garçon, sans être intolérant au lactose, euh, il y a de la difficulté à le digérer, tellement que je ne pouvais pas manger aucun fruit pendant mon allaitement, parce que les fruits, ça rend le lait plus sucré, donc plus riche en lactose, ce qui fait que Lucas, ça passait pas du tout. Donc, après tout ça, moi, évidemment, donc, j'avais perdu énormément de poids, j'étais très fatiguée. Eh bien, je n'ai pas eu de retour de couche et je suis tombée tout de suite enceinte de notre troisième princesse. Donc, Talia, qui a 21 mois de différence exactement avec Lucas. Euh, Elle, ça a été aussi là, une belle grossesse, j'ai pas eu de complications. Par exemple, j'ai dû être déclenchée en centre hospitalier à la fin de ma grossesse, ce qui a fait qu'on a été à l'hôpital beaucoup plus longtemps et ma fille était un très petit bébé. Donc, ils ont surveillé sa glycémie. Ils ont vraiment été achalants là, à ce niveau-là. Puis ça a été ça jusqu'à toujours, en fait. Là, ils ont vraiment été très, très, très serrés au niveau des prises de poids et tout, justement, parce qu'elle était juste petite. Là. On s'entend qu'elle est née à 5 livres et 9. Je pense pas que cet enfant-là va être grosse, ben énorme, ou bien au-dessus des moyennes un jour. Elle est née petite. On s'entend, j'étais à 38 semaines, 5 jours, fait que j'étais très à terme. Elle est juste tout petite. Donc, on a été surveillés beaucoup à ce niveau-là, mais ma fille, l'allaitement, ça a été un charme. Donc, j'ai pris le même régime euh, que ce qu'on mangeait pour les enfants. Euh, j'ai juste éliminé certains aliments. Par exemple, on était rendu que Lucas, les œufs, il pouvait en manger. Ben, ça passait pas pour ma fille. Certains petits aliments comme ça. Mais somme toute, ça a toujours super bien été pour mon allaitement. C'était mon deuxième allaitement, donc ça a été énormément plus facile au niveau de la prise au sein. À 3 semaines, ma fille était stable, jusqu'à ce qu'à un mois, elle a fait de la fièvre inexpliquée, donc hôpital, ponction lombaire, antibiotiques, Tylenol, donc évidemment que la débandade est repartie. Euh, ils se sont rendus compte à ce moment-là, dans le fond, que ma fille souffrait d'une laryngomalacie quand même assez intense. Ils l'ont pas opérée, dans le fond, parce que c'était pas problématique, mais ils m'avaient bien avisé, dans le fond, à ce moment-là, de la surveiller, que si jamais elle avait trop de reflux, qu'elle avait des retards de croissance, qu'on irait vers une opération. Donc, moi, je retourne à la maison. Évidemment, je veux rien savoir qu'on opère mon bébé. Hein. C'est pas une idée qui nous réchauffe le cœur en tant que maman en général. Donc, avec mon régime et tout, on a toujours réussi à contrôler les reflux. Même avec sa laryngomalacie, elle n'a jamais eu à être médicamentée. Encore aujourd'hui, euh, c'est sûr que ça fait quand même un bout, là, merci COVID. Donc, le dernier suivi qu'on a eu pour ça remonte à ses 16 mois. Donc, ça fait un an, un peu plus même. Donc, elle avait encore une laryngomalacie modérée, euh, mais elle a jamais, il n'y a jamais même été question d'une opération avec elle parce que justement, même si ça persiste dans le temps, ça n'occasionne pas de problème, elle est capable de s'alimenter, elle n'a pas de reflux et ça ne cause pas de retard de croissance. Donc, c'est un peu ça que j'ai vécu avec mes cocos. Moi aussi, je suis un cas extrême au niveau des allergies. J'ai des allergies à peu près tout ce qui existe, donc des médicaments, pollen, animaux, aliments, name it, là, j'ai des allergies dans toutes les sections. J'ai aussi le syndrome d'allergie orale. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que quand on mange des aliments crus, on va avoir de l'urticaire, des démangeaisons, des rougeurs, souvent au niveau du visage, du cou, qui vont généralement partir après 30 ou 45 minutes. C'est causé par l'allergie qui est croisée avec le pollen, généralement des arbres, donc le pollen de bouleau, le pollen des érables, qui va se retrouver à la surface des fruits, ce qui fait que quand on les mange crus,
on a des réactions, mais que c'est une protéine allergénique qui est très, très, très fragile, qui va être détruite à la digestion, ce qui fait que aussitôt que l'aliment est digéré, la réaction stoppe. C'est ça le syndrome d'allergie orale, ce qui fait que c'est juste ben pas, je peux pas manger beaucoup d'aliments crus, par exemple des carottes crues. Moi, c'est vraiment, vraiment très désagréable. Je me ramasse vraiment avec de l'urticaire partout et ça dure un bon 40 minutes où ce que ça pique énormément. Par exemple, cuit, j'ai zéro problème. Donc ça, c'est le genre de tricks que vous pouvez vivre avec les allergies quand on vit avec le syndrome d'allergie orale. Donc, c'est un peu ça pour ce qui est des présentations de mon histoire, de mon parcours avec les allergies. Si jamais vous avez des questions, là, ça va être en replay, hein, parce que je vois qu'il n'y a pas grand monde ici ce matin. Donc, vous m'écrirez hashtag replay. Ça va vraiment me faire hyper plaisir, dans le fond, de vous revenir. On va parler un peu aujourd'hui aussi du régime sans soya. C'est quoi le plus gros défi, dans le fond, avec le régime sans soya? C'est pas le soya, la protéine en elle-même, c'est vraiment l'huile et la lestine de soya qui, malheureusement, ne sont pas à déclaration obligatoire au Canada. Ce qui fait que, excusez-moi, un produit qui est certifié sans soya peut contenir de l'huile et de la lestine de soya. C'est comme ça que ça fonctionne l'industrie ici. Donc, vous allez voir les publications qui vont être faites dans le groupe allaitement au courant de la semaine. Vous allez vraiment tout pouvoir avoir énormément d'informations sur le régime sans soya. Mais si jamais vous n'êtes pas sur le groupe allaitement, parce que là en ce moment le live est cross-posté sur plusieurs groupes, si vous allaitez pas, et que vous voulez avoir accès à nos thématiques, je vous invite à vous inscrire à notre infolettre. Notre infolettre, vous le recevez chaque mardi. Euh, et vous avez à l'intérieur les 7 recettes qui vont avoir été publiées dans la semaine précédente sur le site. Parce que si vous n'étiez pas au courant, dans le fond, sur le site Mieux vivre avec les allergies, dans notre section recettes, il y a une nouvelle recette qui est publiée à chaque jour. Donc, dans l'infolettre, vous recevez les 7 nouvelles recettes de la semaine. Vous allez aussi recevoir tout le contenu de la thématique hebdomadaire. Puis ça, c'est nouveau, hein, cette distribution de contenu-là. Ça commence cette semaine. Fait que c'est normal que vous soyez perdu. Même moi, je suis assez brouillée dans mes cartes en ce moment. Fait que c'est normal. Donc, si vous voulez avoir le, les lives sont partout, mais si vous voulez avoir accès au contenu des publications thématiques, soit il faut que vous soyez une maman allaitante pour vous joindre au groupe allaitement, ou que vous ayez notre infolettre que vous recevez chaque semaine, le mardi. Et aussi, il y a notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez euh, vous inscrire pour avoir des capsules, des lives, les entrevues aussi que je fais avec différentes mamans qui vivent cette réalité-là et qui nous exposent leur parcours, leurs apprentissages. Vraiment, c'est des rencontres qui sont hyper enrichissantes. Donc, je vous recommande vraiment euh, de, d'aller faire un tour sur notre chaîne si jamais ça vous intéresse. Donc, je vais juste reprendre ma petite page ici pour le régime sans soya. Donc, vous avez dans les sections albums, vous avez toutes les listes d'ingrédients à éviter. Donc, vous avez bien sûr celle pour le soya. Le soya, le problème, c'est justement l'huile et la lestine. C'est que aussitôt qu'il y a un ingrédient dans la section pouvant provenir de, vous devez absolument contacter les compagnies pour leur demander expressément si ça contient de l'huile ou de la lestine de soya. Sinon, si vous leur demandez s'il y a du soya dans leurs produits, ils vont probablement vous répondre non si ce n'est pas écrit sur la liste des ingrédients parce que ils vont se fier aux normes établies par Santé Canada. Donc, c'est plate, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, c'est aussi super important pour ce qui est du soya de ne pas oublier de vérifier vos produits cosmétiques. C'est un facteur qu'on oublie énormément, mais qui cause beaucoup de réactions. Puis souvent, ces réactions-là vont apparaître, puis on va avoir tendance à accuser un nouvel aliment. Donc, on va penser que c'est les œufs, on va penser que c'est le maïs ou les légumineuses, mais dans le fond, ça peut être tout simplement un contaminant qui nous reste dans nos produits cosmétiques. Même chose pour ce qui est de nos vitamines. C'est super important aussi si jamais vous faites l'éviction du soya, la vitamine E
qui va être nommé tocopherol dans les listes d'ingrédients. Euh, c'est extrait généralement de la lestine de soya. Donc oui, ça se peut que votre enfant ne réagisse pas, mais on est mieux de tout éliminer pour commencer, stabiliser bébé, quitte à réessayer quand bébé sera stable, voir ce à quoi il réagit ou non. Fait que moi, je vous encourage vraiment à faire attention. Le tocopherol, il y en a vraiment partout, principalement dans les céréales, euh, dans tout ce qui est des crèmes aussi pour le visage, des crèmes pour le corps, les teintures, les shampoings. Euh, Faites attention à ce niveau-là. Et également aussi, on s'entend les vitamines. On parle de vitamine E, c'est clair qu'il va en avoir dans les multivitamines. Euh, Aussi, faites attention, ok? Je vous le dis, là. Puis, j'ai vraiment pas de problème là, avec les nutritionnistes qui font des guides, des choses comme ça. C'est pas le problème est pas là, ok? Je vais être franche avec vous. Euh, Ça fait 2 ans que la liste de produits qui est fournie dans le livre de Maman mange bien, qu'elle n'est plus sécuritaire avec plusieurs aliments à l'intérieur, puis je le sais, parce qu'elle l'a pas changé. Euh, Puis pourtant, c'est des produits que nous, on a pris la peine de vérifier auprès des compagnies et qui utilisent de l'huile ou de la lestine de soya dans leurs produits. Donc, faites attention. Vous pouvez vous fier à ces livres-là pour ce qui est des ressources qui sont à l'intérieur, les explications qui sont fournies, mais ne vous fiez pas aux listes de produits, même si elles vous est fournies par votre nutritionniste. Pourquoi? Tout simplement parce que votre nutritionniste, tout comme Santé Canada, ne considère pas l'huile et la lestine de soya. Tout simplement. Donc, vous vous retrouvez au même point que si vous faites juste lire les ingrédients en arrière de vos emballages, ce qui ne certifie pas du tout qu'il n'y aura pas de soya à l'intérieur, malheureusement. Donc, avec le soya, c'est vraiment ça qui est le plus difficile, c'est que vous devez absolument vérifier tous les ingrédients qui sont dans la section suspecte du potentiellement du soya parce que le pourcentage de chances qu'il y en ait à l'intérieur est quand même élevé. OK? Pardonnez-moi. Donc, euh, c'était pas mal ça pour ce qui est du soya. Soya aussi, il y a des petits pièges à éviter aussi. Je vous ai parlé tantôt des céréales par rapport à la vitamine E. Mais il y a aussi l'anti-moussant qu'on retrouve dans les produits de sirop d'érable qui contient de la lestine de soya. Il y a la margarine nouvelle qui contient de la poudre de lestine de soya par contamination croisée en fabrication qui cause énormément de réactions chez ben les bébés. Puis si vous allez voir sur le groupe, surtout sur le groupe général, parce que ça date quand même d'un petit moment, là, mais ça cause énormément de réactions parce que dans la chaîne de production de cette margarine-là, la chaîne voisine utilise de la lestine de soya en poudre qui est énormément volatile. Il n'y a pas y a pas rien là, pour isoler les chaînes de montage. Donc, quand les chaînes fonctionnent en même temps, il se retrouve de la lestine de soya en poudre dans la batch de margarine, ce qui fait réagir certains bébés. Donc, vraiment, soyez hyper vigilante. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe si vous avez affaire au régime sans soya et que vous n'êtes pas sûr. Venez nous voir, venez nous poser vos questions. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous aider. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine. On va se voir un peu plus souvent. On va se voir surtout beaucoup plus sur le groupe ici parce que, ben, veut pas, euh, les mamans allaitantes, c'est celles pour lesquelles je peux changer le plus les choses. C'est pas que je vous aime pas quand vous donnez des préparations à vos bébés, au contraire, vous êtes d'excellentes mamans quand même. C'est juste que j'ai beaucoup moins de pouvoir puis de jeu à part vous dire de changer de préparation ou de changer de médicament, d'essayer un autre aliment, on a beaucoup moins de malléabilité. Mais le groupe général est là pour poser toutes vos questions, que ce soit par rapport aux préparations, par rapport aux médicaments. N'hésitez pas, si jamais vous avez des inquiétudes, des questionnements, on va être là pour vous répondre. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit super bientôt. Bye bye.